Voilà, donc je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui pour accueillir Dr Philippe Boxeau, tant attendu. Donc moi je voudrais dans le cadre de la librairie Scientia vous remercier pour votre présence, la participation du concours. Et voilà, donc je pense que vous êtes tous contents, sinon vous ne serez pas là. Et je laisse la parole. Voilà, on peut applaudir la librairie. Voilà. Normalement, ça doit fonctionner. Oui, ça marche. Bonsoir, bonjour, je sais plus comment on dit. Celui du professeur fonctionne. Ouais, le tien aussi, on peut. Ouais. Tu ne mets pas autour des oreilles? Je ne sais pas, parce que à la Madonna. Ah, bah c'est pas grave, tu aurais pu faire tes oreilles. Attends, je vais te montrer comment on fait. Ah non, bien, c'est ce qu'on entend comme ça. Tu comprends pourquoi je n'ai pas voulu? Et donc le public qui posera les questions aura l'occasion d'essayer le micro. Oui. Ça va être... On échangera, je prendrai bien. Bienvenue à tous et voilà, merci d'avoir répondu à cet appel. Donc moi, comme ça, vous savez, c'est une rencontre qui est prévue pour 1 heure et c'est une rencontre dans laquelle on a voulu au plus possible vous donner la parole, ce qui veut dire que vous aurez sur l'ensemble, une grande partie de cette heure, l'occasion de poser vos questions directement au professeur Boxeau qui sera là avec nous pendant une bonne heure. C'est ce qu'on a dit, oui. Une bonne heure. On va juste prendre 10 minutes pour rappeler un peu, planter le décor. Moi, j'avais envie de vous demander en première question, Philippe Boxeau, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes retrouvé devant une page blanche ou devant un ordinateur et vous vous êtes dit, bon, ben, j'ai des choses à dire, mon métier, j'ai des choses à raconter. Je me suis jamais dit ça. Ça c'est pas non, c'est pas passé comme ça. En fait, la RTBF, désolé, c'est pas RTL, c'était la RTBF, était venue faire un podcast à l'Institut de médecine légale. Et c'est un journaliste qui s'appelle Éric Dragonnier qui m'a demandé de raconter 3 petites histoires. Enfin, il m'a comme fait mettre en uniforme de dissection, etc. On était en salle d'autopsie. Et j'ai raconté les 3 petites histoires. Et ce podcast de la RTBF avait été vu 10 millions de fois. C'est chiant cette chaise, elle bouge tout le temps, j'ai envie de me balancer. 10 millions de fois, ça avait semblé vraiment impressionnant à la maison d'édition de Kennes. Il est où mon gars? Ah, il est là, regardez. Le monsieur qui fait coucou, c'est mon éditeur. Voilà, c'est Dimitri Kennes. Ah ben, j'espère bien, oui, il manquerait plus que ça. Donc, il y a quelqu'un de ces maisons d'édition qui est venu me trouver, il s'appelle Géraldine Henry. Et elle m'a dit, mais vos histoires là, que vous racontez, vous ne pourriez pas les mettre par écrit? Je dis, mais j'ai jamais écrit de ma vie, moi. Oui, je rédige des rapports, mais le rapport de médecine légale, c'est équivalent à un rapport de police, quoi, tout aussi agréable à lire. Donc, je dis, je ne crois pas que je sache écrire. Et si vous essayez quand même. Et c'est un petit défi que j'aimais bien, voilà. Donc j'ai dit, ok, j'ai écrit, je ne sais plus, 2-3 chapitres. Ils les ont corrigés, il y avait du rouge partout, parce que je parlais à l'imparfait plutôt qu'au présent. Il n'y avait pas de... la trame n'était pas claire. Enfin, il fallait trouver un style, quoi. Et ils m'ont aidé à le trouver. Donc, de ce côté-là, nickel. Enfin, nickel. Si vous êtes là, c'est qu'il vous plaît, déjà. C'est déjà pas mal. D'accord. En fait, je n'ai pas de style. Finalement, j'écris comme je parle. Oh, mais c'est vrai. Donc, je ne suis pas un écrivain, je suis un narrateur. Je raconte, un raconteur. Voilà. C'est comme ça que je me définis. C'est parti comme ça. Avec Dimitri, on a sorti le premier bouquin, c'était le 1er juin 2022. Il s'appelait Le mort en la parole. Et ce que Dimitri envisageait, c'est de localiser ça à la Belgique. C'était un bouquin fait par un Belge, dans une maison d'édition belge pour les Belges. Et puis il est parti tout doucement en France. La première fois que j'étais appelé chez Guillaume Play, c'était en fin 2022, je crois. Et puis on a sorti le deuxième bouquin, parce que le premier avait pas mal marché. On a sorti le deuxième bouquin. Et là, il m'a dit, il faut que tu fasses autrement. Donc, dans le premier bouquin, l'idée, c'était de mettre toutes les années... Il m'a dit vraiment ce fauteuil-là, je n'arrête pas de me laisser. C'était de mettre toutes les anecdotes de médecine légale que j'avais eues. Et des anecdotes, genre en 30 ans de carrière, je pense bien, j'en ai vu quand même défiler quelques-unes. C'est le gars qui jette sa femme au cochon, c'est la femme qui tue son mari qui le brûle dans l'insert familial, c'est... le bonhomme qui valait une fourchette et qui malheureusement en meurt, c'est le type qui se tire 14 coups de feu dessus pour mourir. Enfin, c'était terrible. C'est tout ce que j'avais eu en plus de 30 ans de
quelque chose vraiment exceptionnel à mettre dans le bouquin. Et puis il me dit, pour le deuxième, on ferait bien autrement. Enfin, tu ferais bien autrement. Tu raconterais bien des histoires de médecine égale, d'un médecine égale de tous les jours. J'avais pas envie de faire dans le stationnel, j'avais pas envie de parler des grandes affaires que j'ai eues, de la catastrophe de la rue Léopold, je sais pas si tu vois encore, c'est en 2011 je crois, ou 2010 ou 2011, je ne sais plus. 2 immeubles qui se sont effondrés, rue Léopold à Liège avec 14 morts. Il y a eu aussi des attentats djihadistes, on en a eu 2 à Liège. J'ai autopsié tout le monde dans ces affaires-là, mais ça c'était trop sensationnel, et en plus, t'as pas l'impression vraiment d'apporter quelque chose. Ce que j'aimais bien, ce que j'aime bien faire, c'est montrer que la médecine égale sert à quelque chose. Donc le deuxième bouquin, c'est dans cette optique-là que j'ai fait, montrer que la médecine égale sert à quelque chose. Et le deuxième bouquin, il marchait pas mal aussi, hein, dès le début. Et puis Guillaume Pley m'a rappelé, et là ça a été une folie totale. Guillaume Pley sur son émission, je crois qu'on est du côté du mois de fin janvier, début février de cette année, 2024. Et à partir de là, c'était une explosion, un truc de fou. La France a connu les bouquins et c'est parti, mais waouh, comme une traînée de poudre. On a des chiffres qui sont assez impressionnants. Le premier livre, qui au final s'écoule à 340 000 exemplaires. Ouais. 320 000 pour le deuxième. On en a édité 300 000 de ce troisième livre. On arrive au million. C'était jamais, on n'avait pu imaginer ça. Non. Moi j'avais fait le premier bouquin en me disant, si on atteint, Dimitri m'avait dit, si on atteint 5000 exemplaires, c'est un best-seller en Wallonie. Moi c'est tout ce que je voulais. Je trouvais ça super sympa, de toute façon. Mais j'ai jamais pensé qu'on atteindrait même, tu sais, quand on a atteint les 10 000, moi je jouais des euros comme des vies. Maintenant je me lasse. Tu sais. C'est pas vrai, je blague. Mais c'est très surprenant, vraiment très surprenant. Alors, j'ai demandé aux gens, parce que, à mon avis, tu vas me poser la question. Là, je suis en train de court-circuiter, mais bien. J'ai demandé aux gens, mais pourquoi est-ce que vous aimez mes livres? Parce que moi, je ne comprends pas. Et je leur demande en général en dédicace. Et les 3 réponses qui viennent, c'est pratiquement toujours les mêmes. La première, c'est des histoires courtes. Tu vois? C'est 10 pages, 15 pages max. Donc, on peut lire le livre et puis se dire, j'arrête. Après 15 pages, je sais que j'ai lu une histoire. Alors, c'est marrant, c'est des gens qui, la plupart du temps, ont peur de lire 200 pages en disant « Un livre de 200 pages, c'est quand même gros. » Et puis là, ils me disent « Oui, mais enfin, quand j'ai commencé la première, j'ai quand même lu tout le livre d'un coup. » Donc, finalement, 200 pages, ça va. Ça, c'est un. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit aussi, et là, je suis vraiment très, très, très content, qui m'ont dit « Votre livre, c'est le premier que j'achète. C'est le premier que je lis. » J'ai écouté, n'arrêtez pas là. Continuer, la lecture, c'est la porte ouverte sur la culture. La culture, c'est la base et les fondements de notre société, il ne faut pas l'oublier, donc n'hésitez pas à lire. Et puis, tu as des gens qui me disent qu'ils aiment bien le style, tout est expliqué de façon à ce qu'on puisse comprendre. Je ne rentre pas dans des diatribes incompréhensibles pour faire croire que je suis malade. Donc ça, j'oublie. Ou le ton aussi, qui est assez marrant, pour certains en tout cas, ils trouvent que c'est comique. Et puis, c'est des histoires vraies. La seule chose qui n'est pas exactement vraie, c'est donc le fond médico-légal est vrai. L'histoire que je raconte autour, je la romance pour qu'on ne reconnaisse pas les gens. C'est pas indispensable, c'est pas obligatoire, mais je préfère le faire comme ça. Je lisais dans les chiffres 3000 autopsies plus ou moins. En 2005 et 3000, oui. 300 participations pour des cours d'assises. Ça veut dire qu'il reste de quoi raconter. Il reste des histoires à raconter. Ah ça oui. On peut encore en faire quelques-uns de bouquins. Ouais. Je vais en faire un 4e et puis on verra bien, déjà. Alors dans les livres, ce que j'aime bien, c'est raconter l'histoire aussi, ça c'est clair, mais j'aime bien aussi introduire, en général, ces 2 petits chapitres qui parlent d'histoire, mais l'histoire avec un grand H. La dernière fois, j'ai parlé déjà de la mort d'Albert Ier, j'ai parlé de la guillotine, l'invention de la guillotine, j'ai parlé de la mort de Napoléon. Voilà, c'est la mort du Christ aussi, c'est le sujet que j'aime bien traiter, qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui montre aussi un autre aspect de la médecine égale. La médecine égale, on peut la faire sur des gens qui sont morts depuis très longtemps, à condition qu'on ait les moyens de le faire, évidemment. On peut tout raconter? Non, je ne raconte pas tout. Il y a des choses que je ne raconte pas. J'ai pas envie de faire du mal non plus aux gens. Ceux dont je parle dans mes livres, évidemment, sont morts, mais il reste les familles. Donc je trouve qu'il y a un certain respect à avoir, non seulement vis-à-vis du mort, et ça, il n'y a pas de problème, c'est une obligation, et je la respecte toujours, mais aussi vis-à-vis des familles. Donc non, je ne raconte pas nécessairement tout.
Et les collègues, ils en pensent quoi? Ah ben, j'en sais rien. On n'est pas nombreux en Belgique. On est 12 médecins légistes formés, 12 en formation pour la totalité du pays. Alors, je n'ai pas l'occasion de les voir souvent. Les collègues français, par contre, sont très contents. On descend avec mon moniteur, on s'en va faire un petit tour dans le sud de la France, des tournées de dédicaces et de conférences. Et là, il y a un prof de l'université de Montpellier, on va à Montpellier, qui m'invite à le manger chez lui, il est très content de me voir. Donc, clairement, voilà, ça se passe bien. Il y a même qui me demande, comment t'as fait? Qui c'est que je dois contacter pour faire la même chose? Voilà. Ça ne dit pas. Et donc, ah si, je les réfère à mon Dimitri. Ben voilà, comme on a dit, la volonté c'était de vous donner la parole au plus possible. Alors on va voir au niveau de la logistique comment on va faire notre cours. Ouais, alors je ne sais pas si on va peut-être. Mais l'acoustique de la salle est très bonne. Donc on peut peut-être faire un essai parce que le professeur Boxon nous disait que je comprends, plus à l'aise avec le micro. Celui-là, il me fait mal aux oreilles. Toi, j'ai une grosse tête, ça me fait mal aux oreilles. Je propose que vous gardiez celui-là et que si jamais on n'arrive pas à bien entendre les questions, on s'organisera. Il n'y a rien qui a été prévu, donc on ne pourra évidemment pas, a priori, on verra, répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Mais donc voilà, on y va, vous pouvez lever votre main si vous le souhaitez et puis on répondra à un maximum de questions. Et désolé pour ceux qui ne sont pas assurés. Bonjour. Alors, vous êtes passionnant et passionné, ça se ressent. Est-ce que votre succès ne vous empêche pas de garder cette passion en fait en tant que légiste? Alors, le succès, je t'avoue, il ne me touche pas beaucoup. Ça me fait plaisir de l'accueil du monde, hein. Ça, c'est un fait. Mais en même temps, ça n'a pas changé ma vie. Je mens un peu quand je dis ça, parce que je ne suis plus jamais à la maison. D'une certaine manière, ça la change. Mais pour le reste, j'ai le même copain, j'ai les mêmes amis, il n'y a rien qui change. Et quant au métier, ça n'a pas fait que je n'ai plus envie de le faire. Au contraire, au contraire. Mais le problème, par contre, c'est que depuis le mois de février, donc depuis que Guillaume a balancé son interview là, sur sa chaîne YouTube, depuis le mois de février, je n'arrive plus à faire une journée de garde, je n'arrive plus à en trouver. C'est plus possible. Donc, je ne sais plus faire de garde. Ça ne va pas venir, j'ai prévu en mars, ça fera 1 an que je n'aurai plus fait une garde. Hein. J'ai prévu d'en refaire en mars, mais par contre, je fais toujours des autopsies. Ça ne change pas. Non, la passion pour le métier, elle est intacte. Et ne t'inquiète pas, avoir écrit des bouquins, ça ne va pas dégoûter. Bonjour. Bonjour. Moi, je fais le constat qu'il y a un grand public féminin. Je voulais savoir si vous aviez le même constat, si vous faisiez le même constat. Ça tombe bien de poser des questions, ma femme est dans la salle. Ah, génial, j'ai vu ça la coincée. Oui, j'ai constaté ça aussi, mais c'est pas moi qui l'ai constaté, on me l'a dit. Je ne l'avais pas remarqué vraiment, mais maintenant que vous me le dites, effectivement, c'est frappant. Je ne sais pas pourquoi. Bah, moi non plus, non. Mais, tant mieux, hein. Parfait. Les femmes, pour rebondir sur quelque chose, en matière de meurtre, ils ont constaté que les femmes étaient beaucoup plus intelligentes que les hommes. Ouais, c'est joué autant. Les hommes, quand ils veulent tuer, son but de décoffrage, ils frappent, ils tuent, ils sortent une arme à feu, ils tapent la tête au mur, ils jettent par la fenêtre. Enfin, ils sont un peu cons, il faut le dire, parce que ça n'avance strictement rien. Au contraire, ils se mettent eux-mêmes dans les emmerdes. Par contre, les femmes, pas du tout. Elles ont découvert, que le divorce existait, et qu'il y a moyen de bien faire chier le mec avec le divorce, hein, ça c'est la première chose. Et 2, elles empoisonnent. Et ça, franchement, c'est top. Ça, c'est top. Bon, c'est pas un conseil, on s'en fout toujours. En plus, je ne vous ai pas dit avec quoi. Dans le livre, il y en a quelques-uns. Mais vous savez, le livre n'a rien appris à personne. Hein. Toutes les histoires que vous voyez dans le livre, vous voyez bien pire dans les séries américaines, dans les Simenon et autres.
Depuis toujours, on sait qu'on peut tuer avec du cyanure, avec de l'arsenic, avec de la digitaline, avec de l'insuline, et je peux faire une liste, hein. Elle est longue. Et on espère ne pas se faire coincer, hein. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Le crime parfait, ça existe. Oui, hein. Qui a dit « Ah, c'est vous ?» On dirait qu'elle est déçue d'un coup. Le crime parfait, c'est... Et la plupart du temps, c'est parce qu'on ne se donne pas les moyens d'aller vraiment au fond des choses. Vous savez, la Belgique est un pays extraordinaire. Il y a une dame qui lève sa main, les deux, ils vont finir par avoir une crampe. Dans 2 secondes, dès que j'ai fini de parler, je vous regarde. On est un pays extraordinaire. Vous savez qu'en Europe, je l'ai mis dans mon dernier bouquin, dans l'introduction, mais en Europe, la moyenne européenne d'autopsie, c'est 12%. 10 à 12%. Les défunts de l'année, hein, forcément. La Belgique, 1 à 2%. Cherchez l'erreur. Les profs de l'ULB, les docteurs Bautier, ont fait une étude je dis les profs parce que le père a été prof et le fils lui a succédé à l'ULB. Ben, il couvre votre territoire d'ailleurs, c'est le Hainaut. Donc, les profs Bautier ont fait une étude qui démontre qu'on passe à côté de 70 à 80 meurtres par an en Belgique. C'est énorme, hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Ben, venez buter en Belgique, les gars. Donc oui, le crime parfait existe. Parce qu'on ne se donne pas les moyens d'aller à la recherche des crimes et des criminels, forcément. Voilà. Il y a une question là-bas. Ou encore là, encore là. J'ai pas beaucoup de questions, parce qu'avec toutes les vidéos que j'ai vues, je sais beaucoup. Ça va, vous savez déjà comment on fait, quoi. En effet. Liégeois. Est-ce que c'est facile, en voyageant, de pouvoir se faire comprendre par tout le monde? Alors ça dépend du vocabulaire qu'on utilise et de la manière dont on parle. Moi, j'ai prof d'UNIF depuis 20 et des ans, depuis 2001. Ça fait 23 ans. Et j'ai des étudiants en médecine, mais j'ai aussi des étudiants en criminologie. Alors, les étudiants en médecine, tu as un vocabulaire, une façon de parler avec eux qui est celle de gens qui connaissent la physiologie, physiopathologie, l'histo, enfin tout le bazar. Donc, il ne faut pas leur réexpliquer, c'est facile. Les étudiants en criminologie, si tu veux qu'ils comprennent, ils ne sont pas plus cons que les autres, mais ils n'ont pas ces bases-là. Donc il faut leur expliquer. Et donc je recommence par la base à leur expliquer des choses qui pour moi sont évidentes, mais qui pour eux ne le sont pas. Donc j'ai dû apprendre à expliquer les choses calmement, précisément, et avec des mots simples. Surtout que la matière scientifique, c'est quelque chose de très compliqué, et que quand je veux qu'ils comprennent, il faut que ça aille vite. Donc il faut que j'ai un langage qui soit vite compris, avec un système qui soit hyper clair et logique. Voilà, c'est comme ça que je fais. Comment? L'accent ne ressort pas. Mon accent, moi? Si, j'ai un accent, je crois. Les Français me disent toujours que j'ai un accent. Ah, si. Ouais. Un petit accent liégeois. Ah, c'est la dame qui a fait une crampe, ça. Par contre, moi, ma question, c'est est-ce que vous aviez dans le but que ça ouvre un peu l'image de votre métier? Et si ça a été le cas, est-ce que c'est vraiment pour le métier ou si c'est pour travailler avec vous? Alors, travailler avec moi, ça ne sert à rien parce que de toute façon, on est territoriaux. Je viens de dire qu'ici, le Hainaut, c'est le territoire de métier, donc c'est le territoire de l'ULB. On a séparé la Belgique, mais depuis très longtemps, hein, en morceaux. En Flandre, je ne sais pas très bien comment ils s'organisent, c'est leur problème, mais en Wallonie, l'UCL couvre essentiellement la région de Bruxelles et Nivelles, et puis nous couvrons la province de Liège et Luxembourg, ça c'est l'université de Liège, et l'ULB couvre la province de Namur et du Hainaut. Voilà. Et donc, moi je ne vais pas chez les autres, ils ne viennent pas chez moi. Et si ils sont requis, ils me préviennent. Et si moi je suis requis pour venir ici, je les préviens. Et je les préviens, et en autopsie, s'il faut une autopsie, on est toujours deux. Le deuxième sera nécessairement le gars de l'endroit. Voilà. Ne fût-ce que pour faire le lien avec les autorités judiciaires que je ne connais pas, avec les policiers que je ne connais pas, avec les structures hospitalières ou autres en autopsie que je ne connais pas non plus. C'est un lien qui est utile et nécessaire. Donc, on se respecte territoire par territoire. On n'a pas beaucoup de problèmes entre nous, en fait, je n'en connais pas.
Et pour la première fois dans l'histoire de la Wallonie et depuis fort longtemps, on s'entend très bien, les trois profs. François Bautier était mon assistant, ça va. Il y a moi-même, et puis il y a Grégory Schmitt pour l'UCL. On a la chance de bien s'entendre, donc de bien se coordonner. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir ce qui vous a marqué comme crime plus personnellement. Les crimes qui marquent, c'est toujours les crimes d'enfants. Systématiquement. C'est des crimes, quand on fait une autopsie d'un crime d'enfant, il y a plusieurs façons de tuer un gosse, hein, bien sûr. Mais ce que j'ai vu, c'est des croquignolets. Hein. C'est l'affaire Stacy et Nathalie, je ne sais pas si vous vous souvenez. Deux petites filles qui ont été violées, étranglées et puis jetées dans un ruisseau par leur otard. C'est un gamin qui a été battu à mort par son père, que le père a ensuite enterré dans un terrain vague derrière chez lui. C'est des choses comme ça. Ça, c'est des trucs qui restent. C'est des autopsies pas marrantes. En salle d'autopsie, on est toujours quelques-uns, on se connaît tous, forcément, depuis le temps, et on échange, on parle comme dans un bureau, quoi. On parle avec les collègues, c'est vraiment ça. On parle de nos enfants, on parle de nos femmes, on parle de ce qu'on va manger le soir, enfin, on parle, voilà. On rigole aussi, pourquoi pas. Jamais d'humour, hein, jamais d'humour. Ça, c'est interdit. Et puis, quand c'est des autopsies d'enfants, il n'y a pas de mouche qui vole. Il n'y a personne qui parle, et tout le monde se réjouit que ce soit fini. Donc ces histoires-là, oui, c'est l'histoire la plus pénible. Mais bon, dans tous les métiers, il y a des affaires qui sont pénibles, hein, clairement. Voilà, chez nous, c'est plutôt les meurtres d'enfants et aussi les cadavres putréfiés qu'il faut autopsier. Ça, c'est une catastrophe. Oh, je me demande ce que je préfère autopsier entre les deux. C'est vraiment une cata. Les odeurs de putréfaction, c'est terrible. Terrible. Si vous la sentez une fois, vous la sentirez. Je joue encore avec la chaise. Si vous la sentez une fois, vous la sentirez toujours. Et le pire avec cette odeur-là, c'est que c'est une odeur qui est tellement forte que non seulement elle est bien dans le nez, mais vous la goûtez aussi. Hein. Elle se mélange à la salive. Et il y a des choses que vous ne pouvez plus manger. Ça, je vous le promets. Hein. Le gibier, s'il est un peu faisandé, c'est fini. J'ai un ami restaurateur à Liège qui sait que j'aime la viande. Fraîche de préférence. Hein. Il m'invite en me disant, écoute, j'ai une viande exceptionnelle, il faut que tu viennes. C'était une viande maturée. Vous voyez ce que c'est la viande maturée? Ça coûte un peu du cul et c'est du putréfié, hein, faut savoir. Et il avait fait, mais simplement saisir, il paraît que c'est comme ça qu'on en mange le mieux. Donc pour bien garder le goût, putain, j'ai craché, hein. J'ai pas su la manger. Je lui ai dit, mais écoute, j'ai l'impression de manger un de mes cadavres. Et il me dit, mais tu n'en as quand même jamais mangé. Et je dis, non. mais l'odeur est tellement forte que vous l'avez en bouche, hein, je vous assure. Alors vous ramenez ça chez vous. Hein? Elle ne m'écoute plus. Elle fait autre chose. Elle est greffée. Elle a une greffe de GSM dans la main. Je vous présente la première greffée du GSM au monde. Et quand je rentre à la maison, mes chiens sont hyper contents, parce que c'est une odeur qu'ils aiment bien. Enfin, ces chiens sont hyper contents. Elle m'a fait quasiment une ménagerie à la maison, on a quand même 4 chiens. Hein. On a failli avoir un 5e. Donc, mes chiens sont hyper contents de sentir cette odeur, mais ça change vraiment. C'est vraiment, wow, c'est terrible. Et vous avez beau vous changer, il faut vous laver, enfin... Ouf. Tous les métiers ont des trucs pas marrants. Il y avait une autre question par là. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir comment ça vous est venu de faire ce métier-là. C'est venu comme ça d'un coup? Oui, quasiment. C'est marrant parce que c'est vraiment ça. Je faisais de la recherche en anatomie topographique pour des transpositions de l'embo-myocutané du muscle grand dorsal. Alors comme ça a l'air très savant, hein, mais ça veut dire que tu prends un muscle du dos, qu'on appelle le grand dorsal, avec toute sa vascularisation, et tu vas le transposer ailleurs, à des endroits qu'il faut reconstruire parce que, par exemple, il y a eu un accident et une perte de matière à un endroit du corps. C'était l'idée du prof de chirurgie, de l'époque chirurgie de reconstruction, et il nous a demandé, un collègue et à moi, de bien vouloir s'occuper de ça, et pourquoi pas, on a fait une recherche avec lui là-dessus. Mon collègue c'est Michel Trifot, c'est un chirurgien, il est neurochirurgien maintenant, et ce gars était exceptionnel, il avait trouvé une technique pour injecter les vaisseaux, mais cette technique nécessitait, pour qu'on les voie, de radiographier le morceau de muscle que l'on avait prélevé.
Et il n'y avait pas d'instrument de radiographie à l'Institut d'anatomie. Mais il y en avait 600 mètres plus loin à l'Institut de médecine légale. Et donc, je prenais les morceaux dans ma voiture, à 2 chevaux rouges. Un jour, j'ai été contrôlé par la police. Et il dit, avez-vous une roue de secours? Je dis, oui. Elle est dans le coffre. Est-ce que vous pouvez me la montrer? Je transporte quelques petites choses dans le coffre, ça ne va pas vous plaire. Et j'ai passé 2-3 heures au poste, et puis ça a été réglé. Et donc j'allais jusqu'à la médecine légale, on passait les morceaux à la radiographie. Et en passant par la salle d'autopsie, la salle de radio était juste à côté, une fois que j'y suis allé, ils étaient en train d'autopsier un meurtre. Et je suis resté scotché. Et voilà, ça a commencé comme ça. Alors j'ai demandé de pouvoir revoir des autopsies, on m'a dit c'est pas possible, il faut que tu fasses un stage. J'ai dit ok, je vais faire un stage. J'en ai fait 1, puis 2, puis 3, et puis j'ai fait le service militaire, parce qu'à l'époque ça existait encore. Là au service militaire j'ai fait de la médecine générale, que j'ai bien aimé, et puis je suis revenu dans le civil, et j'ai fait en même temps la médecine légale et la médecine générale. À l'époque c'est possible, aujourd'hui on ne peut plus. Mais j'ai fait les deux en même temps pendant 2-3 ans, et puis pouf, j'ai basculé totalement en médecine légale. Donc je ne suis pas rentré en médecine en disant je vais faire ça. C'est venu après. Parce que pour faire ça, il a fallu que je me dise que je n'ai plus soigné personne. Donc faire une croix sur tout ce que j'avais appris en thérapeutique, en curatif, quoi. Ça, c'était un peu pénible. C'était un peu pénible. Mais bon, voilà, dans la vie, on fait des choix et puis on assume. Oui, une dame. Non, je ramène le micro parce qu'il est là. Ah, il y a encore une là-haut. Après, c'est vous. Oui. Moi, j'ai une question. Vous n'avez pas peur que vos livres d'histoire aient envie aux gens de repérer le crime, en fait? Ah, mais à ce moment-là, on peut poser la question à tous ceux qui écrivent des romans policiers. Et dans les romans policiers, il y a de belles recettes, bien mieux que dans mes livres, objectivement. Parce que dans mes livres, on a coincé tout le monde. Donc, c'est que c'était pas si top que ça. Il y a une dame ici, au troisième rang. On a eu l'occasion de vous rencontrer, enfin de vous découvrir à travers différents médias. Moi, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez d'autres projets en tête qu'on n'a pas forcément pensé ou autre? En termes de médias? Oui. Alors, le bouquin va sortir dans 30 langues différentes. Ça, c'est déjà une première chose. Il est traduit en espagnol et la sortie à Madrid, c'est fin du mois de janvier. Je vais y aller. Il va sortir en différents endroits, dans 30 langues différentes, donc ça fait du monde. Et en termes de projet média, pour l'instant, on est en discussion avec plusieurs médias qui veulent en faire une série policière. Voilà. C'est la réponse que j'entendais. Donc normalement, ça va venir. Il y aura aussi une bande dessinée, comme ça vous êtes au courant de tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Dimitri? C'est déjà bien? C'est quel acteur? Vous avez vu ma tronche? Ce ne sera pas moi, mais vous pensez à qui? Et gagné. Non, je dis ça, c'est une blague. Je ne sais pas qui ce sera. On n'en est pas là du tout à choisir les acteurs. Mais oui, Patrick Bruel, c'est sympa. On m'a emmerdé toute ma vie avec lui pour une fois. Ouais, ça pourrait être bien. En fait, on m'a emmerdé parce que quand j'avais pas de lunettes, je ressemblais comme un petit peu Patrick Bruel. Et mes étudiants l'avaient bien noté, ça. Et un jour, j'entre dans l'amphi par la porte du fond, je descends dans l'amphi, il y avait 300 personnes, et ils se sont tous mis à gueuler « Patrick !» Et à l'époque, quand j'allais avec ma femme, au Francofolie, je me souviens, une fois, on nous a arrêtés, les gens m'ont regardé, le scrutateur, et m'ont dit « Non, c'est moi, c'est pas lui. » Il était au Francophonie. Oui, c'est qui veut? Ah, c'est vous. Alors, c'est moi. Voilà, déjà, ma belle-fille et moi sommes très heureuses de faire votre connaissance, déjà. Et j'ai deux questions, si vous me permettez. On va en revenir aux précédentes questions par rapport aux personnes qui sont un peu en putréfaction. Et je voudrais savoir, quand vous commencez, quand vous devez faire votre autopsie sur ce genre de corps. Ah, on fait comme avec les... Vous avez un protocole à suivre, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, il y a un protocole. Un protocole qui est même européen.
Donc, on doit faire un examen extérieur, c'est-à-dire examiner le corps avant de l'ouvrir, relever toutes les lésions qu'il y a sur le corps. Et cet examen-là se fait toujours sur un corps tout nu, pour ne rien rater. On le fait sur les deux faces, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Une fois que ça c'est fait, on le fait transporter là où on a notre salle d'autopsie. Pour moi, c'est un institut de médecine légale. Et puis là, en autopsie, on commence toujours par le dos. On fait une coupure qui va depuis la racine ici, de la base des cheveux, jusqu'à la pointe des fesses et sur les deux jambes, et puis sur les deux membres supérieurs. On décolle la peau, quoi, pour voir si en profondeur il y a des lésions qui ne seraient pas apparues en surface, qui n'auraient pas eu le temps d'apparaître. Ensuite, on recoue tout. On ouvre la boîte crânienne d'un côté à l'autre, enfin la boîte crânienne, la peau du crâne d'abord, d'un côté à l'autre, on récline la peau devant et derrière, on a l'os crânien, et avec une scie à plâtre, on découpe l'os, on retire la calotte crânienne, on va chercher le cervelet, on va examiner aussi la base du crâne. Et puis, il est là, couché sous le dos, on ouvre depuis là la base du menton, on descend, on va jusqu'au pubis, et on va d'une épaule à l'autre. Là, je fais un signe de croix, mais ça ne sert à rien de chrétien. Et de cette manière-là, on peut ouvrir l'épaule, aller voir le thorax dans quel état il est, c'est pas une fracture de côte, aller voir l'abdomen, sortir tous les organes de l'abdomen, aller chercher tous les organes du thorax une fois qu'on a ouvert la cage thoracique, on sort absolument tout. Ensuite, on met tout en place, on fait des prélèvements, tout ce qu'il nous faut. En général, c'est du sang, de l'urine, du foie, du rein, les cheveux, le contenu d'estomac. Avec ça, j'ai assez. On envoie ça au laboratoire pour analyse toxicologique. Et nous, on a fini l'autopsie, on referme, on recoue, on rend le corps à la famille. Qu'il soit putréfié ou pas. C'est le même principe. Pour les putréfiés, je vous avoue que je commence par tourner autour, rien que pour m'habituer à l'odeur, et pour voir aussi où je veux mettre les pieds. Parce que le problème du putréfié, c'est qu'il coule. Ah ouais. Ce qui coule, ce sont des graisses. Et la graisse, c'est comme moi, ça dérape. Alors, vous allez voir avoir j'ai des chaussures, mais des bonnes chaussures de l'armée, c'est des trucs qui tiennent bien par terre. Mais même dans la graisse là, ça glisse. Je me suis déjà retrouvé assis une fois sur un cadavre. Maintenant, je fais très attention. Vous aviez une deuxième question. J'ai une deuxième question. Oui, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Merci. En fait, dans votre jeunesse, vous auriez voulu être prêtre. Oui. Et je voulais savoir si le fait d'avoir analysé le linceul, je voulais savoir quel sentiment vous avez eu justement par rapport à l'approche que vous avez eue, et est-ce que ça vous a ramené un peu en arrière? C'est quand même particulier. Le linceul? Oui. Ah oui, ça c'est spécial. Je vous fais un teasing, il sera dans le prochain bouquin. Je voulais faire un bouquin rien qu'avec le linceul, mais c'était un peu compliqué. Et le lectorat, c'est vous, hein, vous autres qui lisez, c'est peut-être quelque chose auquel vous ne attendez pas. Donc je vais plutôt en faire un chapitre dans le prochain bouquin. Voilà. Ça et le plafond de la chapelle Sixtine aussi. Donc vous ne répondrez pas... Attends, je vais te répondre. Et je vais vous montrer qu'au plafond de la chapelle Sixtine, il y a un cerveau, vous allez voir, qui a été peint par Michel-Ange. C'est pas une blague. Donc, ça c'était pour le teasing. Maintenant, je réponds à votre question. Non, ça ne m'a pas ramené. Quand j'ai rencontré l'évêque de Liège, c'était Monseigneur Van Zuylen. J'étais à Lourdes, en pèlerinage à Lourdes à ce moment-là. Et c'était avec lui que j'en ai parlé pendant à peu près 1 heure, à Lourdes, au bord du Gave. Et il m'a conseillé d'aller faire des candidatures. C'est comme ça qu'on appelait les bacs à l'époque, hein, c'est des candidatures. Et comme je savais que... je pensais bien que j'irais en prêtrise. Comme je savais que j'allais faire de la philo, de la théo, tous ces trucs qui m'intéressaient, je me suis dit, je vais faire autre chose. Il y a aussi d'autres choses qui m'intéressaient, le droit et la médecine, et j'hésitais entre les deux. J'avoue que c'est un peu par hasard, j'ai fait la médecine. Mais quand j'ai rencontré l'évêque, j'étais dans un milieu très chrétien, très catholique et assez cloisonné. J'étais dans un collège catholique, ma famille était catholique. Le dimanche et le samedi, je passais en général à la messe, à servir la messe, à faire des lectures, à faire des récollections, des trucs comme ça. Donc, j'étais vraiment bien investi. Et c'est un milieu que j'aimais beaucoup. Je m'y sentais vraiment très bien. Et l'évêque avait senti, il me l'a dit après, que j'avais intellectualisé la foi. Et que c'est vraiment un milieu que j'aimais bien, c'était une façon de raisonner, de réfléchir qui me plaisait, mais que c'était pas ça la foi. Il pensait que je me trompais. Et il a eu raison. En fait, j'avais la foi intellectuelle, si vous voulez, mais pas la foi du cœur. C'est la réflexion qu'il m'a faite. Et j'ai continué mes études de médecine, je les ai achevées. Donc, aujourd'hui, ce que je dis par rapport à la foi, c'est que
Je ne sais pas si Dieu existe ou pas, mais en tout cas, moi, je n'ai pas la capacité d'y croire. Hein? Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13, parle des dons de la foi, des dons tout court, mais aussi celui de la foi. Et il explique, voilà, tu as le don, tu n'as pas le don. En clair, ben, moi, je ne l'ai pas. Donc, mais je ne crache pas dessus pour autant, je ne suis pas anticlérical du tout, mais vraiment pas. Mais ça me permet aussi d'aborder le linceul en me disant qu'il n'est pas nécessaire d'aboutir à une solution. Il n'y en a peut-être pas, d'ailleurs, qui serait si évidente que ça. Et vous allez voir que, quand je le dis, vous allez voir que le linceul, ça reste une énigme à toutes les pages. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une réponse pour quelque chose, se pose une autre question. Et c'est tout le temps comme ça avec le linceul. C'est tout le temps comme ça. C'est juste passionnant. Et j'adore parce que, ben, voilà, ça permet de vérifier cette scène de crime qui en est une, tenter de vérifier si c'est vraiment le corps du Christ ou pas. C'est la question qu'on se pose depuis le début, mais ce n'est pas nécessairement une preuve de résurrection. Voilà, grosso modo, comment je traite le sujet. Merci beaucoup. Vous voyez que je n'ai pas oublié. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui voudraient se lancer dans les études de légiste? Elle fait peur, est-ce que c'est conseil à donner? Alors, si quelqu'un veut se lancer dans l'étude de médecine légale, c'est une excellente idée, parce qu'on en manque partout. Il faut d'abord faire la médecine. Et faire la médecine, il faut la faire pour faire la médecine. C'est-à-dire parce qu'on a un intérêt à la médecine. Ça, c'est la première chose. En se disant, ben voilà, la médecine m'intéresse, je veux faire la médecine légale, mais je ne sais pas du tout, finalement, à terme, il faut se laisser toutes les portes ouvertes, il y a plein de spécialités. Et quand on fait 6 ans, contraire, 6 ans dans une discipline comme la médecine, on va s'ouvrir à la chirurgie, à la médecine interne, à l'entomopathologie, à toutes les disciplines de la médecine. Il est tout à fait possible qu'on se dise, ben, tout le monde fait, ce que j'aime, c'est autre chose. Et pourquoi pas? Donc, faire la médecine légale, c'est une bonne idée. D'abord faire la médecine et rester ouvert à toutes les possibilités que la médecine offre. Et il faudra, bien entendu, avoir envie de faire la médecine, parce que c'est impossible de réussir en médecine si vous n'en avez pas vraiment envie, quoi. C'est une discipline qui est extrêmement dure. Ça, les ingénieurs et puis d'autres, c'est vraiment des matières qui sont particulièrement dures et âpres. Et si vous n'êtes pas motivé pour faire la médecine, vous n'y arriverez pas. Je ne sais pas si j'ai rassuré. Hein. Oui, dites. Allez, monsieur. Bonjour, docteur. Tout à l'heure, vous disiez que parmi les autopsies les plus difficiles, il y avait les enfants et les putréfiés. Ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé d'autopsier une personne que vous connaissiez? Je n'ai pas le droit. Je ne peux pas. Le médecin légiste est un expert judiciaire. À ce titre, on doit répondre à toute une série de normes qui concernent l'expert judiciaire, et parmi elles, il y a l'impartialité et la neutralité. Et la neutralité est un truc très important. On estime que non seulement il faut être neutre, mais il faut offrir l'apparence de la neutralité. Alors je peux me dire que je suis neutre si j'autopsie quelqu'un que je connais, et objectivement, je peux m'en défendre, mais je n'en donnerai pas l'apparence. C'est-à-dire que le public, quelqu'un d'autre, pourrait se dire « Ouais, Boxo, il dit qu'il est neutre, mais il le connaissait quand même. » Et ça, c'est l'apparence de la neutralité qui souffre, et je n'ai pas le droit. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé, une seule fois, on m'appelle pour un double meurtre suicide de l'auteur, et quand j'arrive sur place, je n'ai pas les noms des victimes. Et il était 5 h du matin, et quand je suis de garde, mes assistants en profitent pour prendre un peu congé, ils savent bien qu'avec moi, ça va aller, quoi. Et donc, là, je suis face à 3 corps, il y en a un des 3 que je connaissais. Et c'était très emmerdant, parce que 5 h du matin, double meurtre, suicide de l'auteur, affaire pénale éteinte, il faut quand même faire un examen, sans plus, pas d'autopsie, mais un examen. Et je m'en ouvre au magistrat, je lui dis, écoute, voilà, au juge d'instruction, je lui dis, écoute, voilà, cette dame-là, je la connais, si tu veux, je me désiste, et j'aimerais pouvoir me désister, parce que je la connais. En plus, pour moi, c'est pas marrant d'examiner quelqu'un que je connais. Il m'a demandé de ne pas le faire, donc on a noté au PV que je connaissais Madame Untel, de ne pas le faire parce que de toute façon, légalement, ça n'avait pas d'implication dans la mesure où l'affaire judiciaire était éteinte, c'était fini. Ça n'aurait plus la moindre implication et que l'examen qu'il me demandait de faire, c'est juste un examen pro forma pour avoir un dossier complet, quoi. Et alors j'ai accepté de le faire. J'ai été entouré. L'expert en balistique était avec moi, le gars du laboratoire était avec moi. On a fait l'examen à 3, en fait. Hein. Et j'ai pris photo absolument de tout pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai inventé quelque chose. Tout ça est dans le dossier. Et je l'ai fait en me disant que c'était le dernier service que je pouvais lui rendre.
Voilà. Mais sinon, non. Il aurait fait l'autopsie, c'était non. On aurait trouvé une autre solution. Il y en a partout. Hein. Il y a une petite dame là. Et puis on va changer de côté. Voilà, moi, je ne souhaitais pas vous poser de questions. Je souhaitais seulement vous remercier en public pour la qualité de votre travail. Parce que l'autopsie de mon premier mari, c'est vous qui l'avez réalisée. Ah. Et grâce aux résultats de votre autopsie, j'ai pu mener une vie calme et sereine. Ce qui, d'apparence, n'était pas c'est évident. Si évident. J'ai un mari, j'ai été épouse d'un mari alcoolique. Nous étions en instance de divorce. Il est venu à la maison, il est venu chez moi, et il est venu s'empaler sur le coin de mon radiateur, en ayant une belle embarrure frontale, poussée, pas poussée, instance de divorce. Et vous avez démontré qu'il n'était pas mort de ça, mais d'un infarctus lié à la prise d'alcool et prise de tricycle. Ah ben, voilà un cas dont je ne me souvenais pas. Oui, j'imagine. En tout cas, je tenais à vous remercier. Parce que vous avez changé tout le cours de ma vie. Mais j'ai pas fait... Je l'ai pas fait exprès parce que vous étiez gentil. Hein. C'est simplement que l'affaire était comme ça. On ne prend jamais fait écho, nous, dans nos histoires. Ça fait bien de manger, non plus. Oui, ça, je m'en doute. Ça, je m'en doute bien. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Il y a des gens qui me disent, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de manquer de respect aux gens en les autopsiant? Mais non, non. Moi, imaginez que ma femme me tue. Mais j'ai envie qu'on la coince, hein. Donc, surtout qu'on m'autopsie. Je crois vraiment, mais pour l'avoir vécu des tas de fois, que, comme vous le dites, puis dans d'autres cas aussi, ça arrive souvent, on dit au moins on a une réponse. Ou au moins on est allé au fond des choses. Et il n'y a rien de pire pour quelqu'un, dans votre cas c'est différent, mais il n'y a rien de pire pour quelqu'un, un membre de la famille, de ne pas savoir de quoi est mort son conjoint, son fils, sa fille, son grand-père, enfin bref, quelqu'un de son entourage. C'est la première question qu'on pose d'ailleurs. Il est mort, mais de quoi? C'est la première question qu'on pose. C'est vraiment fondamental de le savoir pour pouvoir faire son travail de deuil. Enfin, je suis content d'avoir pu vous aider. Et ça, je ne l'ai pas encore raconté, celle-là. Chiche. C'est une excellente idée. Je vais le noter avant de sortir. Oui. Bonjour, d'accord. Voilà, je voulais savoir, étant donné que vous avez dit qu'il y avait peu de pourcentage ici en Belgique qui était autopsié, résolu, pourquoi n'y a-t-il pas plus de médecins mis à disposition? Alors, je vais expliquer un truc. Je suis allé avec mes confrères du nord du pays, parce qu'on s'entend bien. C'est marrant d'ailleurs, parce que on dit toujours les Flamands et les Wallons ne s'entendent pas, mais les médecins légistes Flamands et Wallons, je suis sûr, on s'entend à merveille, au nord et au sud. Et on a tous le même problème de recrutement, problème de financement. Et on est allés tous ensemble trouver un ministre de la Justice, celui de l'époque. On lui dit, voilà, on aimerait constituer 5 instituts de médecine légale, 2 au nord, 2 au sud, 1 au centre. Ce qu'il nous faudrait, c'est que vous les dotiez financièrement pour qu'on puisse travailler. Et la dotation qu'on demandait à l'époque, c'était 2 millions par institut. Ça faisait 10 millions pour s'occuper de la totalité de la médecine légale et de la toxicologie médico-légale. Ce qui n'est pas mal et qui était proche de toute façon du chiffre que le ministère affirmait débourser par an, ce qui était totalement faux. Hein. Mais bon, ça c'est le ministère. Et on a été reçu au ministère par des gens du cabinet. Et il y en a un qui m'a dit, à un moment donné, quand on lui a dit qu'on allait ramener plus de preuves d'homicide par an, qui nous a dit, écoutez, monsieur Boxot, nos prisons sont pleines. C'est un problème qu'on connaît encore aujourd'hui. Nos prisons sont pleines. En clair, on n'a pas envie de les avoir en plus, quoi. Tu vois? Ça, déjà, pour moi, c'était un peu une douche froide, parce que je ne m'attendais pas à ça dans un état de droit. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que les ministres soient des bouliers compteurs. Je m'attendais à ce qu'ils assument plutôt leur fonction régalienne. Et là-dessus, je me suis levé. Le ministre était là. Hein. C'est pas lui qui avait parlé, mais le ministre était là. Et je me suis levé, j'ai tendu la main à son ministre, et je lui ai dit, monsieur le ministre,
je m'en vais. Il dit, Jacques, oui, de toute façon, je vois bien que ça ne sert à rien. Et j'ai autre chose à faire. En plus, c'est à Bruxelles, je déteste Bruxelles. Je suis liégeois, je suis wallon, bref. Et je voulais rentrer. Et je lui dis, écoutez, ça fait maintenant, je crois que ça faisait plus de 10 ans que je suis prof de médecine égale. J'attendrai le suivant. J'ai cru que j'allais le fâcher, c'était mon but. Il se lève, il me retend la main, il a ça, il dit, faites ça. Aujourd'hui, on a un projet qui a été lancé par M. Van Quickenborn, l'ancien ministre de la Justice. C'est un projet qui envisage de faire ce qu'on avait suggéré. Mais lui, il ne donne pas 2 millions, il donne 500 000 euros au labo, mais on peut continuer à rendre des états d'honoraires. Donc c'est 500 000 en plus de ce qu'on rentre. Avec ça, on est vraiment mais sur du velours. Vraiment. J'aurai plus d'assistants que j'en ai. On va pouvoir faire beaucoup plus de missions qu'on en fait. Vraiment, c'est une excellente idée. Bravo, M. Van Quickenborn. Nous, on l'appelle Quickie, c'est plus court. Et puis, malheureusement, c'est un petit peu tombé à l'eau puisqu'il n'a rien trouvé de mieux que d'aller faire pipi sur une cabine de police. Ça a été ce qu'on a appelé le Pipi Gate. Et puis, le cabinet a été repris par son chef de cabinet, qui a poursuivi un peu le dossier, mais on n'a plus de nouvelles. Ça fait 2 ans qu'on est sans nouvelles. Et le chef de cabinet, actuellement ministre, nous dit, vous savez, on est en affaires courantes, on va attendre le suivant. Voilà. Ça s'appelle la Belgique, on verra bien ce que ça va donner. Oui. On me dit qu'il y a encore 2 questions. Désolé. Et voilà, encore 2 questions. Et voilà, profitez des 2 réponses. C'est qui veut poser une question? Ah, c'est vous. Mets le micro en bouche carrément, tu vois. Je n'entends pas. Madame demande, Madame dit, vous avez parlé de l'affaire du dépasseur de monstres, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en connaître, c'est ça? Un dépasseur? Ah, c'est un dépasseur, je veux bien, hein. C'est pas un problème. Avec de bonnes pièces, ça doit être faisable. Le dépasseur de monstres a été analysé, enfin, les éléments qui ont été retrouvés ont été analysés chez nous, à l'Institut de médecine légale de l'Université de Liège. C'était le juge Pilette, qui est récemment décédé malheureusement, qui avait requis l'Institut de médecine légale. C'était pas moi, c'est Mme Ravache. Moi à l'époque j'étais tout jeune médecin légiste. Je crois même que je faisais mes rappels militaires à l'époque, c'est te dire si c'était il y a longtemps. Et on n'a jamais eu de nouvelles de ce dossier. On a eu des tas de morceaux. À l'époque, on n'a même pas l'ADN pour rapprocher un morceau de l'autre. Et puis voilà, l'affaire a évolué. On avait quand même le moyen de savoir avec quel type d'instrument on allait couper, par exemple. C'était des essais que Mme Ravache avait réalisés. Et puis l'affaire s'est arrêtée là pour nous. On n'a plus jamais rien entendu parler quant au dépasseur de monstres. On en a eu un à Liège. Ça n'a jamais été connu. On n'a jamais parlé. On a retrouvé dans des poubelles d'arrêt de bus un avant-bras et un pied, à 2 jours différents, mais dans la même poubelle. Résultat, le 3e jour, on était là en sous-marin. Le sous-marin, c'est une camionnette de la police judiciaire qui est tout à fait banale, tu ne saurais pas la reconnaître, mais elle a des vitres, et les vitres sont sans teint, c'est-à-dire que celui qui est dehors ne te voit pas, mais toi dedans, tu le vois. Et on s'était posté, enfin, il s'était posté devant la poubelle, pour voir. Il n'y a plus jamais rien eu. On a trouvé quand même un petit quelque chose, c'était une bite de taureau. C'était les policiers de Liège qui n'avaient rien trouvé de mieux que d'offrir une bite de taureau à un de leurs gars parce qu'il paraît qu'il a une bite à la place du cerveau, du coup il avait fait une bite de taureau. Ils s'en étaient débarrassés, et parce que personne ne le savait qu'on faisait ça, ils s'en étaient débarrassés dans la même poubelle. Et quand on a vu le policier en civil, on l'a pas reconnu, venir déposer ça dans la poubelle, les gars de la PJ lui ont couru après, lui ont passé les menottes, on l'a plaqué au mur. Police judiciaire, nous arrêtons, hein, tu vois. Oui, mais je n'ai rien fait, Ah, vous venez de jeter un morceau dans la poubelle. Oui, mais ce morceau, c'est du taureau. Ah, c'est du taureau. On va appeler Boxo, il va nous dire si c'est du taureau. Et effectivement, ça, j'ai pas pu dire que c'est du taureau, mais j'ai pu dire que c'était pas humain. Parce que pareil, c'est pas humain. Oui, dites. Vous m'entendez? Oui. Vous qui avez voulu faire beaucoup d'histoires dans vos livres, avez-vous pensé à déjà une prof d'histoire à l'UNIF en secondaire?
Alors, monsieur demande, comme j'aime parler d'histoire, et j'aime bien l'histoire, c'est vrai, l'histoire de France surtout, il me demande si j'ai déjà pensé à devenir prof d'histoire. Non, non, ça non, j'ai pas pensé. J'aimerais bien, parce que c'est toujours raconter des histoires dans l'histoire, ça j'adore, mais j'ai pas les qualités pour, il faut avoir le diplôme d'histoire. Donc il faudrait que j'aille faire une licence en histoire à l'université pour ensuite pouvoir devenir prof d'histoire à mes niveaux. Et ça, malheureusement, j'ai presque 60 ans, c'est terminé, quoi. Dans la vie, hein, c'est les choix qu'on fait qui sont les plus importants. Et c'est pratiquement la seule vraie liberté qu'on ait, c'est dans les choix qu'on va poser. Et tu n'imagines pas à quel point les choix qu'on fait à un moment donné sont déterminants pour le reste de ta vie. Et je te souhaite de faire les bons. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour la qualité de vos questions. Et donc, on me dit que les personnes qui souhaitent faire, qui se sont inscrites pour la dédicace, ben ça va se passer là ou là, ça va se passer là, derrière la table, quoi. Et donc, vous êtes invités à vous diriger vers la table. Les personnes qui ne se sont pas inscrites pour la dédicace, eh bien, vous devez malheureusement quitter la